problème avec l'avocat avec lequel je travaillais parce qu'il m'a, entre guillemets, arnaqué, escroqué. Il n'y avait pas de TVA, il n'y avait pas d'impôt de société, il n'y avait rien. Tout ce que tu gagnes, c'est à toi. Ici, c'est simple. Les deux également. La fiche de paie, il y a une seule ligne, pas plus. Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast, ici même, et j'ai l'honneur d'accueillir deux invités qui sont en face de moi. Bonjour, comment vous allez ? Ça va super, et toi ? Ça va, Ami, tu vas bien ? Super. Bon, alors bougez pas, je vais vous présenter. Allez. Je vais commencer par la personne qui est en face de moi, qui est Anne-Jennifer. Anne-Jennifer qui est également ma collaboratrice, ma chargée de com, celle qui s'occupe un peu de la magie de mes entreprises et de mon personal branding, on va dire, en termes de communication. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot à ça ? Est-ce que je t'ai bien présenté déjà ? Tu m'as très bien présenté, ça va. Bon, très bien, ça va. Ok, très bien. Et à ma droite, on a Mouhyeddine. On a la chance d'avoir Mouhyeddine, qui est plusieurs casquettes, je vais le dire et tu vas me dire si je me trompe. Allez, go. Non seulement expert comptable, fiscaliste et commissaire aux comptes. Exactement. Et entrepreneur, si on peut. Et entrepreneur également, et c'est super important. Donc voilà, un entrepreneur, on a la chance de l'avoir aujourd'hui ici. Expatrié à Dubaï. Oui, Et tu travailles à Dubaï. oui, depuis Tu as 7 ton ans. entreprise à Dubaï. Exactement. Voilà, donc c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. On va pouvoir en discuter. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, Simon, tu m'as très bien présenté. On aura le temps de se découvrir un peu plus entre nous lors de ce podcast. Allez, super. Super, bah, écoutez, en tous les cas, l'objectif, c'est d'avoir une discussion ouverte sur différents points. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir surtout Mouhyeddine. Anne-Jennifer, toi, je vais préciser également que tu es là aussi pour un peu manager ce podcast et que ça aille dans la bonne direction, parce que bon, des fois, ça peut aller vite. On sait que vous êtes bavard. Hein. Voilà. et donc, parallèlement à ça, ce qui est intéressant et pourquoi je t'ai dit de venir aujourd'hui sur ce podcast, c'est que tu as ton entreprise également, donc tu as créé une entreprise également en France. Donc là, on a l'occasion d'avoir une personne qui est experte dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, de la fiscalité, de la comptabilité, aux UAE, mais aussi en France. Donc, on va pouvoir avoir un échange ouvert sur la France, la comptabilité, la fiscalité en France, Dubaï, etc. Donc, je trouve que c'est super intéressant et je suis ravi de vous avoir tous les deux en tout cas. On est ravis d'être là aussi. Enfin, je parle pour nous deux, mais... Plaisir partagé. Bon, mais super. Je te laisse la parole. Et c'est parti. Donc, effectivement, j'ai plein de questions, mais je vais commencer par la première, celle qu'on pose. Pourquoi Dubaï ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer à Dubaï ? Mouhyeddine. Allez, j'y vais. Moi, à la base, je suis arrivé ici à Dubaï. J'ai une histoire un peu particulière. L'idée, c'était pour apprendre et améliorer mon anglais. Donc, à la base, je travaille dans un cabinet international en France, cabinet PwC. Et je voulais aller chercher, c'est un cabinet qui traite que les grandes entreprises, les multinationales. Et je voulais aller dans un environnement anglophone pour plus améliorer mon anglais, pour pouvoir mieux servir mes clients et les multinationales avec qui je travaillais. Et c'était l'idée, c'était avant le Covid. Donc, le Dubaï n'avait pas encore l'image qu'elle a aujourd'hui. Donc, c'était encore une ville plutôt discrète par rapport à aujourd'hui. Et c'était ça la vraie raison pour laquelle j'ai pris mes bagages et je suis arrivé ici à Dubaï. Et après, ça a pris complètement une autre dimension. On en parlera rapidement après. Quand tu dis qu'elle n'avait pas la même image qu'elle a aujourd'hui, c'était mieux ? C'était pire ? Alors moi, quand je disais à tous mes collègues que je veux venir à Dubaï, on me disait toujours est-ce que les femmes elles ont le droit de conduire Oui. Donc on était toujours sur cette image-là. Ouais. De Moi, Dubaï. j'ai toujours ce genre de réflexion. Ah ouais ? Aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours. Ah, moi, pas du tout, parce que du coup, moi, j'ai reçu que l'image un peu shiny de Ah Dubaï. ouais. Avant, pour moi, enfin, c'est pas que je connaissais pas, mais Je pense que les jeunes, ils n'ont plus du tout cette image parce qu'ils ont les réseaux sociaux et ils voient tout un petit peu, enfin voilà, ils voient ce qui se passe. Mais les personnes âgées, très souvent, c'était mais là-bas, les femmes, ça va, etc. Et j'ai eu même 2-3 fois cette remarque, tu vois. et est-ce que c'est vrai alors ? Mais pas du tout. C'était vrai peut-être un jour dans les années 80, les années 70, mais c'est plus du tout vrai aujourd'hui. Ouais. Et même, moi, je m'étais renseigné un petit peu et j'avais parlé avec un Émirati, non, une Émirati, une personne qui était locale et qui me racontait qu'eux, ils ont toujours été ouverts en fait. En fait, ils ont toujours été ouverts, même dans les années 80.
bah, tu pouvais voir des personnes en mini-jupe, bon, peut-être pas à l'extrême d'aujourd'hui, mais ils ont toujours été ouverts. Et c'est ce qui a fait que, en fait, ça n'a jamais bloqué le développement de Dubaï parce que lorsque le Cher il a partagé un petit peu la vision de dire on va faire différemment, on va s'ouvrir au monde, parce que c'est difficile aussi quand on est, on va dire, dans une culture ancrée avec une religion, etc., de se dire on va s'ouvrir au monde, on va accueillir des Européens, des Russes, des Ukrainiens, peu importe, de se dire on va s'ouvrir comme ça. Mais le peuple, il a très bien accepté en fait. Il a très bien accepté parce que de base, ils ont toujours été plus ou moins ouverts. Et ça, je l'avais vu, ça m'avait super choqué parce que je m'étais dit, peut-être que dans les années 80, justement, ils étaient très. Mais en vrai. Pas du tout, ouais, pas parce du qu'ils tout. avaient, comme tu as dit, cette vision-là. Et ça s'est fait progressivement. Exactement. Voilà, ils ont commencé progressivement à ouvrir pour ne pas faire un gros choc culturel non plus. Mais la vision, comme tu l'as dit, elle était déjà claire dès le départ. L'idée, c'était vraiment de s'ouvrir complètement à la fin. Ouais, exactement. Et donc, toi, quand tu arrives à Dubaï, du coup, c'est pour perfectionner surtout ton anglais, avoir de nouvelles opportunités. Exactement. Est-ce que tu arrives à Dubaï avec des a priori? Non, parce que je m'étais renseigné un peu et je savais ce que c'était. Je m'étais renseigné, je me suis bien. Mais des personnes, pas juste des a priori, Ok. des personnes qui habitaient vraiment ici. Ok. J'ai eu de vrais retours d'expérience. J'ai suivi un peu la vision de Dubaï et j'avais pas du tout ces a priori-là. Mais c'est ce que mon entourage me disait en tout cas. Ok. Sachant que moi, quand je suis arrivé à Dubaï, je suis arrivé avec mes valises, j'avais déjà mon poste et je connaissais pas du tout Dubaï. Donc la première fois que je suis arrivé pour m'installer avec ma femme et mes valises. Donc, tu n'es pas venu avant en vacances? Pas du tout. Waouh. Donc, la première fois, tu Moi, je suis Le arrivé grand saut. voilà, le grand saut, mes valises, j'avais mon poste, j'avais tout et j'ai débarqué 2 semaines avant le Covid. Incroyable. Et du coup, tu as fait le confinement ici. Et du coup, j'ai fait le confinement ici et j'ai même pas eu le temps de meubler l'appartement que j'avais pris, que c'était déjà le lockdown et Waouh. le confinement. Et j'ai même pas eu le temps d'acheter les rideaux pour la chambre. Et j'ai passé 2 mois à dormir avec le... Et du coup, ok, ça c'est une très bonne question parce Ouais. que comment c'était le confinement à Dubaï? C'était vraiment confiné comme en France, personne dehors, rien. Ici, à Dubaï, c'était, moi, ça m'a vraiment choqué. J'ai compris que j'étais dans une ville futuriste avec ce confinement-là. On recevait des notifications dans le téléphone que c'était l'heure du confinement. Et après, on avait le droit de sortir 1 heure pour faire les courses. Et les radars sur les routes, ils étaient allumés H24. Ça veut dire dès qu'il y a une Non. voiture qui passe, elle est filmée. Waouh. Et si on n'a pas mis dans l'application qu'on allait sortir et on se fait flasher, là, on reçoit directement une amende. Donc, c'était vraiment très bien contrôlé, mais d'une manière vraiment très, 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 très C'est digitalisée. fou, hein. Ouais, c'est fou. Nous, on était là avec nos papiers à se faire des autorisations écrites. On faisait des autorisations nous-mêmes. J'ai le droit de sortir à telle heure. Non, c'était 1 heure, c'était dans le téléphone, tu reçois un message qui te dit attention, il te reste que 15 minutes, il faut aller à la maison. Et Incroyable. dès que tu dépasses, tu prends une fine et tout le monde a bien respecté ça. Et Ouais. d'ailleurs, c'est pour ça que rapidement c'était déconfiné parce que ils ont pu maîtriser le virus assez rapidement. Et plus personne n'avait le droit d'entrer dans le pays. Plus personne n'avait entré de pays, mais pas pour très longtemps, sachant que Dubaï, c'était la première ville qui a ouvert les frontières. D'accord. Exactement. Et ça a été une opportunité pour eux parce que là où tous les pays étaient fermés, Eux, ils ont le seul pays qui était ouvert pour les voyageurs, c'était Dubaï. Et du coup, Voilà. ils ont eu une arrivée massive de touristes et ça a joué en leur faveur. Exactement. Et moi, j'ai l'impression que Dubaï, ça c'est un point général. C'est Dubaï à chaque fois, elle profite des sujets un peu que tout le monde galère. Le Covid, c'était une opportunité pour eux parce que le fait comment ils l'ont géré, l'ouverture sur le tourisme assez rapidement, ça a fait encore plus de publicité à Dubaï. La guerre en Ukraine, ils ont réussi aussi à en tirer profit parce que maintenant les Russes et les Ukrainiens ils viennent s'installer ici pour chercher la paix. Ils sont les bienvenus ici. Donc à chaque fois, j'ai l'impression on tire bénéfice d'une problématique mondiale et Dubaï, elle sait toujours le faire. Donc, ils sont vraiment en train d'essayer d'attirer un maximum de personnes ici. Exactement. Et c'est quoi les mécanismes? Moi, en tant que Française, comment est-ce qu'on m'attire à Dubaï? Alors pour moi, Dubaï, c'est comme tu fais du marketing, on fait tous du marketing, c'est un tunnel de vente, Dubaï. On arrive on arrive au début en tant que touriste. Moi, je le vois avec mes clients. Tous mes clients qui m'appellent et qui veulent s'installer à Dubaï, c'est toujours la même chose. Oui, bonjour, ça c'est le premier client qui vient m'appeler, c'est un entrepreneur, il a déjà son entreprise en France. Bonjour, ça commence toujours. Je suis sur Dubaï en vacances pendant 2 semaines et ça m'a vraiment plu et je veux créer mon entreprise et je veux m'installer. Du coup, pour moi, le tunnel, c'est quoi? On fait beaucoup de publicité pour attirer les gens en tant que touristes. Les touristes, ils viennent, ils passent 2-3 semaines ici. Et si c'est un entrepreneur,
il se dit « Ah non, c'est vraiment ici que ça se passe et j'ai envie de vivre ici ». Si c'est un salarié, il commence à chercher, à travailler et chercher un poste ici. Et le tunnel, il est fait de cette manière-là. Et le closing pour Dubaï, c'est que tu t'installes définitivement ici. Et là, il t'en closé et il commence à tirer profit de ton existence. Ok. Et tu en as de plus en plus comme ça qui te contactent J'ai 90% des clients, c'est ça. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi tes services, on va dire, que tu offres aujourd'hui? C'est moi, je suis inscrit à l'ordre des experts comptables ici aux Émirats. Donc, moi, je les accompagne dans tout le processus. S'installer ici aux Émirats, créer leur entreprise, leurs obligations légales, fiscales et aussi la relation, parce qu'en général, ils ont toujours une boîte en France. Je gère cette relation parce que j'ai la double compétence française et émirienne. Du coup, je gère la relation entre la France et ici et les Émirats. Et bien évidemment, après, je les accompagne dans tout le développement de leur entreprise. Et tes services s'offrent uniquement aux entrepreneurs ou également à des personnes qui veulent s'expatrier en tant qu'employés, qui ont besoin de faire des démarches? Ouais, non, pour l'instant, que les entrepreneurs. Par contre, ceux qui veulent faire que les démarches, en général, on prend une consultation. Ok. Ils prennent une consultation avec moi, ils me posent plein de questions sur comment ça se passe et je réponds à leurs questions. Mais sinon, ceux que j'accompagne vraiment, c'est vraiment les entrepreneurs. Ok, très bien. Je vais te poser une question, Jennifer, Bien si sûr. tu me permets. Vas-y. Allez. Là, on a beaucoup parlé de Dubaï Ouais. et on en a parlé un petit peu avant le podcast, mais je voulais pas que tu t'étales parce que je Ah voulais qu'on en oui, parle c'est vrai. maintenant. J'étais lancée. Hein. Justement, toi, tu es ici en vacances, on Mhm. va dire en vacances. Tu es là pour le travail, tu es là pour le boulot, mais ça fait 2 semaines que tu es là, tu pars dans quelques jours. Et donc, toi, tu es arrivé à Dubaï avec quelques a priori. Ouais. Lesquels et comment tu vois Dubaï aujourd'hui en venant depuis la France? Alors, je suis venue avec beaucoup d'a priori, mais je pense que c'est des a priori qui sont nourris par les réseaux sociaux, la télé-réalité, où tu as l'impression qu'à Dubaï, il n'y a que des personnes de télé-réalité qui font de la Ouais. chirurgie, etc. Que c'est une ville très, très, très fake aussi. Enfin, c'est l'a priori que j'avais. Parce que c'est vrai que moi, il y a quelques années, il y a 10 ans encore, Dubaï, je n'en avais jamais entendu parler. Oui. Et d'un coup, la ville a explosé et est devenue un peu au centre de tout. Donc j'avais cet a priori-là. Et en fait, je suis venue et il y a des petits quartiers sympas. Il y a quand même une culture, même si ils essayent d'attirer beaucoup de touristes. Et je trouve que c'est peut-être pas une ville pour venir en vacances. Enfin, en tout cas, pas de mon point de vue. Mais c'est beaucoup une ville pour y vivre. Tout est hyper pratique. Il y a un sens du service. J'ai jamais vu ça. Enfin, c'est-à-dire que, tu sais, je suis devenue fan de l'application qui arrive. Je commande mon taxi, Ça mes y est. courses et tout. Enfin, vraiment, tout est hyper pratique. Le sens du service est ultra poussé. C'est safe. Enfin, le nombre de fois où je suis rentrée à minuit tranquillement sans me poser de questions. Ouais. Et bon, j'ai pas encore d'enfants, etc. Mais je trouve que pour les familles, il y a plein de choses qui sont faites aussi. Donc, c'est peut-être pas la ville pour rester 3 semaines en vacances. Je trouve qu'en 1 semaine, 10 jours, on a quand même un bon aperçu de Dubaï. Mais pour y vivre, enfin, t'as le sentiment d'être en vacances alors que juste t'y vis, quoi. Ouais, T'es complètement. déjà un lead qualifié dans le tunnel. Voilà, ça y est. Au bout de... Franchement, Dans au bout quelques- de 2 semaines. Dans quelques mois, elle t'appelle. Non, c'est vrai, tout est très pratique en fait. Donc c'est ça qui est bien. Après, marcher, ça me manque. Enfin, moi, j'ai pas le permis, donc je trouve que et je suis une grande marcheuse. Je trouve qu'il y a pas trop d'endroits piétons où on peut marcher. Et la culture aussi, je trouve qu'il y a encore des progrès à faire. Parce qu'en tant que Parisienne, je peux faire des musées, des théâtres toutes les semaines. Et là, je sens que j'aurais vite fait le tour en quelques semaines, quoi. Mhm. Enfin, je Non. sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas? Non, après, c'est ça. Moi, je voulais avoir ton avis parce que je pense qu'on a tous les avis différents. Moi, au contraire, je trouve, et les retours que j'ai, c'est plutôt Dubaï, c'est bien pour. Et en tout cas, c'est ce que je pensais. C'est Dubaï pour les vacances, ok. Mais pour y vivre. Moi, je suis arrivé par Dubaï, si tu veux. Pourquoi je suis arrivé à Dubaï et comment je suis arrivé à Dubaï? C'est très particulier parce que de base, c'était pas voulu. Je suis venu en vacances une première fois, j'ai adoré Dubaï, je me suis retrouvé dans des dîners avec des entrepreneurs. Moi, je ne connaissais pas ça, venant de Pau, que tu connais très bien, dans le sud-ouest de la France. On est 5 entrepreneurs, quoi, tu vois, surtout de mon âge. Donc ça n'existe pas, tu vois, des entrepreneurs dans ma ville. Et là, tu te retrouves à des repas avec d'autres entrepreneurs, l'un dans l'e-commerce, l'autre, il a créé sa boîte. Enfin, voilà. Et là, je me dis, putain, en fait, ils sont comme moi. Ils sont comme moi et je ne suis pas tout seul. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Autre aussi, l'énergie que cette ville dégageait. Moi, je suis arrivé, j'avais 19 ans. À 19 ans, tu arrives, tu es plein de rêves, tu es plein d'ambitions. Voilà, tu as les yeux qui pétillent, tu vois. Tu es face à tout ce successful que dégage la ville. Voilà, tu es juste excité par ça. Donc, moi, j'ai eu cette première phase. Je suis allé une deuxième fois à Dubaï, là, avec la famille. Et là, j'ai détesté Dubaï. D'accord. J'ai détesté Ah ouais. Dubaï.
Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je trouvais que voilà, il manquait de nature, ça faisait fake. Voilà, les gens qui passaient avec leurs grosses voitures, etc. Bon, c'est bon, ça m'avait un peu saoulé, tu vois. Et là, je m'étais dit, ouais, en vrai, Dubaï, c'est bien, mais pour y vivre long terme, je pense pas. Tu me diras ce que toi, ton expérience là-dessus, mais moi, mon Dubaï, à partir du moment où je me suis installé ici, il a vraiment évolué avec le temps. Ça veut dire que ma vision de Dubaï, chaque année, elle a évolué. J'avais une vision de Dubaï la première fois quand je suis arrivé. Ensuite, au bout de 6 mois, j'avais une vision totalement différente. Et chaque mois où je développe ma vie sur Dubaï, en fait, j'ai une vision différente. Tu vois, j'ai une vision différente. Et là, plus j'avance, plus je me dis qu'en fait, Dubaï, bah, c'est fait pour tout le monde. En fait, c'est fait pour tout le monde et tout le monde peut y trouver son compte. Que tu sois un amoureux des fêtes, tu peux le faire. Un amoureux bah, de l'art, tu peux trouver des choses ici, tu vois, concernant l'art, le contemporain, etc. Que tu sois quelqu'un de simple avec une routine, moi c'est mon cas. Moi, j'ai une routine simple en soi. Je me lève, je vais au bureau, enfin, je vais au sport, je vais au bureau. Le soir, je vais manger avec des amis, je rentre chez moi et la journée continue, quoi. La journée recommence le lendemain. Donc, et je pense que Dubaï, ça peut vraiment aller à tout le monde. Mais voilà, j'ai vraiment eu cette perception de, enfin, j'ai pas une vision en fait figée sur Dubaï parce que je sais qu'elle évolue tout le temps. Donc, Oui. Et c'est quoi les points qui ont vraiment évolué je vois très bien ce que tu veux dire, mais je veux voir est-ce qu'on a le même ressenti. Par exemple, la première année, tu te disais, je vais tester, je suis un peu sceptique, je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça me plaît. Ouais. Et petit à petit, tu t'attaches vraiment et tu commences à avoir une autre vision. Et c'est quoi comment tu as évolué et la ville aussi, elle a évolué. Il n'y a pas que nous, on évolue, mais la ville aussi, elle est très dynamique et elle évolue, elle répond de plus en plus à nos besoins. Toi, c'est quoi les éléments qui t'ont vraiment attiré aujourd'hui et qui t'ont reconforté en tout cas dans ta décision de faire de Dubaï ta ville où tu vas vivre? Alors moi, j'ai pris la décision de venir à Dubaï et de m'installer et de créer mon entreprise à Dubaï euh, dans l'idée de déjà me développer à l'international. Donc Ouais. développer mon anglais, avoir un marché anglophone sur lequel je peux me développer. Et bah, Dubaï, même, on va dire, la localisation, elle est C'est stratégique un ici. hub, exactement. C'est un Tu hub. vois, Oui. elle est presque au centre un petit peu de la Bien Terre sûr. où bah, on peut y accéder très facilement avec Emirates en plus. Ouais. Donc je m'étais dit, c'est super stratégique. Si je veux développer ma boîte, c'est super simple. En plus, bah, les nouvelles technologies, le monde de la bourse, le monde du Web3 ici, c'est super développé. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré. Ouais. Ensuite, j'ai l'aspect service qui est arrivé, où j'ai compris qu'il y avait énormément de services. J'ai eu des mauvaises expériences aussi. J'ai créé plusieurs boîtes. Tu sais, avant d'arriver à Mouilledine, j'ai créé plusieurs boîtes. Oui. Et donc des mauvaises expériences, etc. Et bah, je suis passé par plusieurs étapes. Déjà, un peu de nostalgie par rapport à ma vie française. Aussi, c'est très personnel, je pense, mais moi, je ne suis pas un grand fan, un fan des grandes villes. Tu vois, des grandes villes. Moi, je viens de Pau et je ne suis pas du tout fan des grandes villes. Je préfère quand c'est calme, quand c'est tranquille. Là, tu te retrouves à Dubaï, Alors là, ouais, dans le rien à voir, trafic. Laisse tomber. Donc, il y a eu aussi ce paramètre-là qui est rentré en compte. Et puis, après, il y a eu l'aspect très après, sécurité, où bah, on en parle souvent, oui, Ouais. Dubaï, c'est la sécurité, c'est très C'est bien, vrai que c'est etc. Mais plus j'avance, plus je grandis et plus je me visualise, plus ce point-là, il est super important pour Ouais, moi. mais Exactement. complètement. C'est incroyable. Alors qu'au début, bah oui, c'est cool, mais quand t'es jeune un T'es peu, pas tu t'en impacté, fous. Ouais, voilà, Oui, t'es pas voilà, impacté c'est ça. directement. Je C'est suis d'accord. ça. Mais Voilà. et là, plus j'évolue, plus je me dis, merde, c'est trop bien en fait la sécurité. La sécurité, Ouais. exactement. Ouais, c'est Et hyper important. C'est- c'est hyper important. Bah, surtout quand tu te projettes avec une vie de famille, etc., tu te dis, tu as envie de pas te poser de questions. Quand tu entends des faits divers de Ouais. dingue Non, sur mais moi, Paris. je vais te dire, c'est que moi, en fait, le truc, c'est que aussi, ce qui a joué, c'est que bah, quand tu es ici à Dubaï, bah, je rentrais. En plus, j'avais beaucoup d'événements en France, donc je fais des conférences. Et donc, tous les 2-3 mois, je rentrais en France. Et donc, je passais 1 semaine, 2 semaines en France. Et à chaque fois que je revenais, j'étais encore plus heureux de retrouver Dubaï. Et j'étais encore plus conscient de toute la chance que j'avais. Parce que bah, forcément, pendant 2 semaines, tu vois des trucs, tu entends des choses. Et à chaque fois que je reviens, bah, en fait, mon estime de Dubaï, elle prend un level supérieur, tu vois. Elle te fédélise. Voilà. La Voilà. ville te fédélise de plus en plus et elle met les moyens aussi pour te fédéliser, comme nous tous aujourd'hui.
Et tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu as Mm. parlé de plusieurs sujets, mais tu as besoin de deux choses. Tu vois, tu as dit que tu avais une routine, mais dans cette routine-là, il se passe toujours t'as toujours des problèmes, tu as toujours des choses qui vont arriver à droite, à gauche qui n'étaient pas prévues dans ta journée d'entrepreneur. Et Dubaï aussi, elle te permet de focus sur ton business et toute la partie service, comme tu l'as mentionné, sécurité, t'en penses même pas. Tu as Exactement. juste ton business à focus là-dessus. Tu es safe et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux être servi sur le champ. Et là, ça te donne encore plus de temps et plus de focus sur ton business. Exactement. Ouais, ça, c'est la réalité. Ça nous fait gagner énormément de De temps. temps. Ne serait-ce que la dernière fois, quand on devait faire des papiers, je ne sais plus pourquoi, et que tu avais besoin de mon Emirates ID, Oui. tu m'as envoyé un Karim. Il est Exactement. venu. Un Karim, du coup, c'est un Karim, livreur. la c'est La un- fameuse. Un Uber, on peut Ouais, dire. c'est un une sorte de ouais, Uber. C'est une application en fait qui est multifonction. Donc on peut commander à manger, on peut commander un taxi, femme de ménage, etc. Et on peut même commander quelqu'un, un livreur qui vient chez toi, qui récupère un truc dont j'ai besoin et qui me le ramène. Et c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et ça fait gagner un temps énorme Bien parce sûr. que t'es pas sur place, t'es en rendez-vous, t'es ci, t'es ça. Ben, un Uber et c'est. Moi, je fais la même chose. Même avant-hier, j'ai ramené ma voiture il fallait faire la vidange. Ouais. J'ai pas envie de perdre une demi-journée à prendre la voiture, faire la queue. C'est un camion qui vient, il prend ma voiture, il va faire la vidange. Bon, ça peut paraître un peu... Non, mais c'est. mais je peux pas aller pendant une demi-journée attendre dans la station-service. Il me la livre et après, je reçois ma voiture, tout est OK. Et rien que ça, pour moi, c'est un gain de temps énorme. J'ai pas à me soucier de ces... Toi, tu viens d'arriver, ça peut te paraître un peu ce que je viens de dire. Qu'on vient chercher ta voiture dans une dépanneuse. Qu'en penses-tu, Jennifer? Bah, écoutez, moi j'ai pas le permis, donc la voiture ça me parle pas trop, mais en tout cas je vois qu'il y a beaucoup d'avantages et, et que si tu as envie de rester tranquillement chiller, tu peux le faire, Ouais. c'est top quoi. Mais du coup, moi je me dis, ok, j'ai l'impression que Dubaï c'est un peu les nouveaux États-Unis. Enfin, avant l'Eldorado, l'endroit où tout le monde voulait aller, c'était aux États-Unis. Maintenant, on a le sentiment que c'est un petit peu Dubaï. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a deux façons de venir. Soit tu viens en CDI et tu cherches un poste qui est là, soit tu viens lancer ton entreprise. Oui. Et donc, si demain, tu as envie de lancer ton entreprise, comment ça se passe? Comment tu as trouvé tes premiers clients finalement? Parce que tu connaissais personne. Donc, Oui, je connaissais personne et finalement, c'est plutôt mes clients qui m'ont trouvé. ok. Parce qu'à la base, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé chez L'Oréal, je travaillais dans la direction financière. Et rapidement, je suis reparti dans mon cabinet PwC, c'est un cabinet d'audit international. Et dans la communauté francophone autour de moi, tout le monde me disait « Ah oui, tu es expert comptable en France, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Je vais ouvrir ma boîte, je vais ouvrir ma société. » Et je me suis retrouvé en side project à développer une clientèle alors que j'étais toujours en train de servir mes clients historiques chez Price. Et petit à petit, j'ai compris qu'il y avait un gros marché, sachant que ce n'était pas le cas parce que je suis arrivé pendant le Covid. Au début, c'était très, très calme. Mais juste post-Covid, c'est là que ça a vraiment pris Dubaï. Moi, je parle que des francophones. Hein. Les francophones, ils ont vraiment été attirés. Et les influenceurs, d'ailleurs, ils ont eu un grand impact là-dessus parce qu'ils s'étaient installés ici un peu avant le Covid. Ils ont fait quand même beaucoup de publicité. Quand je dis influenceur, pas influenceur de mode, forcément, c'est même influenceur entrepreneur qui crée du contenu. Et il y a eu cette vague-là post-Covid. Et finalement, il y avait une vraie demande. Et petit à petit, j'ai commencé à développer le cabinet jusqu'au moment où je ne pouvais plus gérer les deux. Et j'ai arrêté de travailler avec Price. Et je me suis focus que sur mon cabinet. D'accord. Donc, les clients sont arrivés. Moi, j'ai surfé, on va dire, sur une vague. Et maintenant, elle est toujours en train de continuer. Et il y a une grosse communauté française à Dubaï. Oui, il y a des statistiques. Il y a une famille française qui s'installe tous les jours à Dubaï. D'accord, vous allez être accompagnés. Ouais. Et vous, est-ce que vous côtoyez un petit peu le réseau de la communauté française à Dubaï ou pas? Alors moi, pas trop. Pas trop parce que... Parce que je suis dans ma routine. Voilà. Je suis dans ma routine. La Non, en fameuse vrai, routine. En fait, pour te partager un petit peu moi ma vision par rapport à ça, c'est que j'ai fait, je pense, une erreur lors des 2-3 dernières années depuis que je suis à Dubaï. C'est que j'ai pas du tout cherché à développer mon réseau. Je suis resté. En fait, pour moi, ça servait à rien. Au début, en fait, quand je suis arrivé, j'ai essayé. Et je me suis retrouvé à 2-3 dîners, etc. Je trouvais que ça faisait très hypocrite. Je me retrouvais pas du tout avec les personnes qui étaient présentes. Et donc, j'en ai fait une idée reçue. Je l'ai gardée. Je me suis dit, bon, ils sont pas comme moi. Et voilà. Donc, j'ai mes amis, généralement qui viennent tous de Pau, de ma ville. Ils sont comme moi, ils ont grandi avec moi. Et voilà, et ça me suffit en vrai parce que la journée, je travaille, je suis au bureau. Le soir, voilà, on va manger un coup, on va boire un coup. Je suis avec mes amis, je rentre et la journée continue comme ça.
Mais là, depuis septembre, je me suis dit, non, Amine, en plus on en a parlé la dernière fois quand on avait déjeuné ensemble, et on s'était dit, non, c'est important, il faut développer son réseau, et c'est pas forcément que de l'intérêt ou que de l'hypocrisie. Et j'essaie de le faire, et j'ai réussi quand même à créer 4-5 connexions depuis. Hors de peau. Hors de peau, ouais. Parce que je rajoute une phrase, c'est que même si on ne s'est pas connu de peau, Tu me dis pas que tu viens de Pau. mais Non, mais il y a une mafia là, c'est pas c'est possible. successful, Pau. en fait, j'ai fait mes études à Pau. D'accord. J'ai fait une partie de mes études à Pau. Ok. Et quand on s'est parlé la première fois, je pense Ouais. que ça, vu comment Amine il est, je pense que ça a un peu facilité la collaboration. Dès que je lui ai dit que j'étais de Pau, je pense que lui, il va être mon expert comptable. Voilà, c'est Ah ça. là là Quand là on m'a là confirmé, là. c'est bon. Il y a un truc avec Pau, faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Ouais. Non, franchement. Et d'ailleurs, toi, tu penses quoi de Pau, Mouhidine? Ah, moi, j'adore cette ville. J'ai passé 3 ans. J'ai fait la licence, 3e année de licence et mon master et 1 année de travail chez Price, donc 4 ans finalement. Et j'ai vraiment adoré cette ville. Waouh. D'ailleurs, elle est classée une des meilleures villes dans le monde pour vivre. Bon, la chute, elle va être un peu... mais pour les retraités. Elle est vraiment elle est dans les 7e meilleures villes au monde hein, pour vivre pour un retraité. Pourquoi? Parce que c'est tellement calme, c'est tellement paisible et on peut faire beaucoup d'activités à côté. Il y a la côte à 1 heure, il y a les montagnes juste à côté. Et donc, c'est une très, très bonne ville. Moi, j'étais en tant qu'étudiant et je reviens maintenant. Et ma femme, elle est de la région aussi. Donc, maintenant, je suis attaché à Pau et je reviens souvent. Et j'ai vraiment, vraiment des beaux souvenirs dans cette ville. Eh bah, dis donc. Ouais. Non, mais c'est une très belle ville. Je skiais tout le temps. Je partais à la côte, je surfais. C'est top. Ouais, c'est top. En fait, t'as les montagnes à 1 heure, donc les Pyrénées qui sont à 1 heure à peu près. T'as la côte landaise, basque qui est à 1 heure aussi, donc t'as Biarritz, Bayonne, etc. Et t'as l'Espagne qui est à peu près à 1 heure, 1 heure et quart aussi. Donc en fait, c'est un pôle où. Bah voilà, c'est à côté. C'est les quoi. hubs en fait. C'est un peu ça que tu retrouves Voilà. dans C'est un hub, Dubaï, c'est le Pau. côté Pau. hub. Le nouvel hub. Par contre, s'il pleut à Dubaï, quand il pleut à Pau, Burj Khalifa, Voilà. il va couler parce qu'il pleut vraiment beaucoup dans cette ville. Ouais. Et c'est ça qui fait sa beauté d'ailleurs et sa verdure quand il fait beau. Parce que c'est une région montagneuse et il y a beaucoup de pluie. Mais c'est vraiment magnifique. Et moi, je reviens souvent en vacances maintenant. D'accord. Alors qu'Amine, il est né là-bas. Ouais, Il est né à Pau. ouais, c'est ça, moi je suis né à Pau. Ouais. Je suis né à Pau, j'ai fait toute mon enfance à Pau. Et ouais, au début, j'avais pas trop d'attache pour Pau, pour être honnête. Et maintenant, t'es Et en plus partant Mais de en Pau. partant, évidemment, Voilà. voilà, c'est quand même. Ça me confirme. Enfin, en fait, finalement, avec le temps, bah, les mauvais souvenirs, tu les enlèves. Tu vois, t'as une mémoire sélective, donc ils gardent que les émotions positives. Et bah, je retiens que le positif de Pau, donc forcément. Et finalement, t'as eu une transition entre Pau et Dubaï? Une transition à Tarbes, tu m'avais dit, non? Ou à Lourdes plutôt? À Tarbes. Alors, Oui. je suis parti à Tarbes, moi, faire mes études. J'ai fait un IUT, Oui. ok, en technique de commercialisation. À la suite de ça, d'ailleurs, on va parler de ça, c'est super important. Donc, à la suite de ça, du coup, j'ai investi dans l'immobilier, etc. Ça se passe super bien. Et là, je veux créer ma boîte. Donc, j'avais une auto-entreprise. Déjà, je voulais créer ma boîte, donc mon SARL, vraiment ma boîte pour Future, qui est aujourd'hui mon entreprise de base. Donc, c'était il y a plus de 5 ans. Ouais. Et donc, au début, je me dis, bon, est-ce que je me mets en France? Moi, j'ai toujours voulu aussi bouger, voyager. Donc, je me dis, est-ce que ce n'est pas l'occasion de bouger? Et je me suis dit, non, ok, on va voir d'abord la France, parce que j'avais parlé avec 2-3 personnes qui me disaient, mais en France, tu peux optimiser ta fiscalité, il y a vraiment des choses super intéressantes en France, etc. En plus, c'est ton pays. Ok, je m'étais dit, en vrai, c'est vrai. Si je peux optimiser, il y a des choses à faire avec ça, c'est super intéressant, parce que moi, j'ai pas de problème avec le fait de payer des impôts, mais en France, c'est vrai que c'est super compliqué. Au-delà de payer des impôts, en fait, je trouve que c'est un frein immense quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu n'as pas beaucoup de fonds, tu n'as pas beaucoup de trésorerie, etc. C'est super compliqué, il y a beaucoup de paperasse. Mais je m'étais dit, ok, je vais donner une chance à la France. Et j'étais parti voir un expert comptable à ce moment-là. Et du coup, je lui explique mon projet. Voilà, j'ai envie de créer la plateforme de formation en ligne sur le secteur financier. Voilà, ce sera la plateforme numéro 1 en France. Notre business model de communication, il est très simple. Il sera basé sur la vente directe. Donc, on aura des apporteurs d'affaires partout dans le monde qui vont communiquer pour nous, etc. Il m'a dit, OK, très bien. Et donc, je lui explique, je dis, voilà, moi, si je viens aujourd'hui vous voir, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des possibilités d'optimiser sa fiscalité.
Et donc, je voulais savoir lesquels c'était, tout simplement, parce que je sais que selon la région, on peut créer sa boîte, on peut avoir des avantages. Enfin, il y a différents même montages, entre guillemets, légaux hein, qui sont possibles. Et moi, c'est sur ça que j'avais besoin d'aide. Et quand je lui ai dit ça, il m'a regardé, il a froncé les sourcils et il m'a dit « Le blanchiment d'argent, vous pouvez aller au pénal pour ça. » Et là, moi, je comprends pas. Moi, à ce moment-là, j'ai 19 ans. Et je lui dis non, mais je fais quelque chose de mal. Ouais, voilà. En fait, je me dis, mais je veux pas faire d'illégal. En fait, je veux juste savoir comment je peux optimiser comme un vrai entrepreneur. Enfin, voilà quoi. Et non, et lui, il était fermé. Et la manière dont vraiment il. En fait, même lui, j'ai l'impression qu'il voulait pas que je crée de boîte en France. Quoi, parce que vraiment, même lui, il était dégoûté en mode non, c'est pas possible, il y a des règles, tu ne peux pas. Si tu fais ça, tu peux faire du pénal. C'est pire que de vendre de la drogue, faire du blanchiment d'argent. C'est pas parce que tu as un costard-cravate que tu peux pas aller en prison. Vraiment, j'ai mangé une. Ah ouais. Et donc là, je suis sorti de ce rendez-vous, je me suis dit, OK, la France, ça va être compliqué. Et là, j'ai continué mes rendez-vous. Je suis tombé sur un avocat fiscaliste espagnol qui m'a redirigé par la suite en Espagne. Et donc là, j'ai fait 1 an en Espagne où j'ai créé mon entreprise à Barcelone. Il faut savoir qu'à Barcelone, c'est la pire région pour créer son entreprise en termes de fiscalité, d'administratif, etc. Ah ouais, en Espagne, c'est la pire. Tu vas en Andalousie, etc. C'est plus simple, c'est plus simplifié, il y a des meilleurs impôts, mais Barcelone, c'est la pire. Moi, ça, je ne le savais pas. Et donc, j'ai vécu en Espagne pendant 1 an. C'était une superbe expérience. C'était une superbe expérience. Et à la suite de ça, je suis parti à Dubaï. Voilà. Donc, tu as commencé d'abord par l'Espagne. Exactement. Et après, tu es venu à Dubaï, mais tu connaissais déjà Dubaï par les 2 expériences. Exactement. Mais la troisième, on va dire la première fois, c'était tourisme, deuxième fois en famille. Exactement. Mais la troisième fois, c'était vraiment pour l'entrepreneuriat. Ouais. Pour l'entrepreneuriat, Alors, la première fois en vacances, c'était pas vraiment en vacances parce que, en fait, on avait fait gagner à nos meilleurs apporteurs d'affaires un voyage type mastermind à Dubaï. Et donc, c'était l'occasion pour moi aussi d'y aller. Ouais. Et donc, on leur avait pris une villa sur la Palme, etc. Et voilà, donc c'était mi-vacances, mi-mastermind travail. Ouais. Et après, est-ce qu'il y a eu quelque chose un catalyseur qui t'a poussé à venir à Dubaï ou Oui. En fait, la réalité, c'est qu'en Espagne, donc, ma situation en Espagne a été super compliquée parce que j'ai eu des problèmes déjà avec l'avocat avec lequel je travaillais. Ça veut dire que tu ne le sais pas. Et j'ai eu un problème avec l'avocat avec lequel je travaillais parce qu'il m'a, entre guillemets, arnaqué, escroqué. Donc. Ouais. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais un employé à ce moment-là en Espagne, et donc je devais payer des charges patronales, etc., cotiser, et ça en fait c'est lui qui s'occupait de tout. Donc dès que moi je versais un salaire, je lui envoyais toutes les charges patronales, les impôts à payer, vraiment tout je lui envoyais, même la déclaration de TVA c'est lui qui la faisait. Donc en fait il me disait écoute, tu m'envoies tout, moi je m'occupe des déclarations, t'as rien à faire. Tu envoyais l'argent à lui directement? Ouais, je lui envoyais l'argent à lui directement. Ok. Donc c'était une erreur, hein. Évidemment, ça se voit de loin. Hein. On sent le truc arriver, évidemment. On sent l'arnaque. mais à ce moment-là, moi, naïf, 19 ans. Un avocat, en plus, c'est un professionnel. Un avocat, c'est un professionnel. Je suis dans un pays que je ne connais pas. Ouais. Je ne parle pas la langue. Et lui qui me dit, comme ça se passe. Ici, ça se passe comme ça, quoi. Tu peux rien faire de plus, quoi. À part dire OK. Et donc, du coup, ça a duré pendant 1 an. Donc, c'est des sommes à 5 chiffres, quoi. C'est énorme. Jusqu'au jour où, avec mon employé, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'était ni inscrit à l'ordre des avocats. À l'ordre des avocats. Wow. Tout l'argent que j'ai envoyé pour faire les déclarations, ils n'ont jamais vraiment déclaré. Il n'a jamais déclaré, en fait. Tout simplement, il a fait 2-3 déclarations, mais voilà, il y avait un trou énorme. Et donc, moi, ça mettait en position de danger. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est super compliqué. J'ai pris notre avocate, du coup, pour régler un peu la situation. La situation est réglée aujourd'hui. Mais voilà, déjà ça m'a mis mal à l'aise un petit peu avec le pays, avec tout ça. Et au-delà de ça, c'était super compliqué administrativement. C'était super long, super compliqué. Quand j'expliquais ce que je faisais, je devais le répéter 10 fois parce qu'ils ne comprenaient pas. L'anglais, super étonné, mais l'anglais, personne ne parle anglais en Espagne. Ah ouais? Ah ouais, ça veut dire quand j'allais voir des banquiers... Alors, j'ai développé un espagnol, donc un espagnol approximatif, on va dire. Mais je me suis dit, OK, je suis meilleur en anglais, je peux parler en anglais. Mais aucun banquier savait parler anglais.
Donc, Et, donc, tu pouvais pas communiquer avec ah ouais, tes donc c'était parties super prenantes. compliqué de communiquer en fait. C'était des gestes, Ouais. des trucs, etc. Tu leur expliques que c'est une plateforme en ligne, que les gens payent en ligne. Enfin, ils comprennent pas en fait. Ouais. Et quand je suis venu à Dubaï, j'avais justement l'impression du contraire, où c'était très ouvert d'esprit, où tu leur parles de e-learning, ils comprennent, de bourse, d'investissement, d'éducation financière, ils comprennent tout ça, d'entrepreneuriat. Et donc je me suis dit, ok, bah, peut-être que là je vais être dans un endroit où les gens me comprennent ce que je fais. Et en fait, ça a été le cas, plus ou moins. Ça a été le cas. Après, encore, ça dépend. Je trouve que le système bancaire, il est quand même un peu archaïque, un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, oui. Je te rejoins sur la partie. Si on fait un peu le parallèle entre Dubaï et l'Europe en général, ici, tu l'as bien vu, tu es arrivé, une société elle est créée assez rapidement, tu as ta licence très très rapidement aussi. Un des défauts de Dubaï, effectivement, c'est la partie bancaire. Mais après, ça s'explique. Ça s'explique pour une simple raison que le pays il est vraiment sous les radars et il veut tout faire pour montrer patte blanche, qu'il n'y a pas beaucoup de blanchiment d'argent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, là aujourd'hui on enregistre ce podcast, on est début mars 2024. Il vient de sortir il y a une semaine de la liste grise du point de vue bancaire en tout cas et d'un point de vue fiscal. Exactement. Et ça, pour sortir de la liste grise, c'est vraiment beaucoup d'efforts d'un point de vue bancaire. Et on dit que le système bancaire est archaïque, effectivement, mais surtout, il demande beaucoup de papiers, ils essaient de faire beaucoup de contrôles. C'est très protégé. C'est très, très protégé parce que pour eux, c'est des enjeux énormes. Pour que les pays commencent à investir ici, ils doivent vraiment sortir de cette liste-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve rapidement dans un sujet bancaire comme ça. Mais hormis le sujet bancaire, la banque, ça reste du privé. C'est la Banque centrale qui dirige, mais ça reste quand même du privé. Mais ce que l'État peut, on va dire, maîtriser, elle facilite tout le process. Création de société, création de faire tes visas, pas beaucoup de paperasse à faire avec l'administration. Elle te demande rien, tu dois juste faire tes déclarations de TVA correctement. Et tout est digitalisé. On va pas te demander de ramener un papier, je sais pas où. Tout est instantané. Et ça, un entrepreneur, il le cherche vraiment ici à Dubaï. Et ils ont réussi à donner, on parlait tout à l'heure de service, ce confort aux entrepreneurs. Tout est digitalisé, tout est simplifié. Moi, je fais beaucoup la différence entre la fiscalité. Je fais le point, il n'y avait pas de fiscalité jusqu'à récemment. On commence à parler de l'impôt sur les sociétés de 9%. Avant, il n'y en avait pas. Mais en Europe, même si la fiscalité elle existe, il y a surtout la pression fiscale. Donc la fiscalité, elle est là. Mais si on regarde le nombre de contrôles que les entrepreneurs se tapent tout le temps, c'est un peu... ça te joue sur le moral, ça te joue sur... Exactement. Et tout ça, ça fait perdre beaucoup de temps aux entrepreneurs, avoir cette pression-là. Vaut mieux faire des pays qui font un impôt à la source. L'impôt, il est prélevé à la source, même sur les entreprises, avec un acompte à payer tout le temps. Et on n'a pas cette pression fiscale parce que ça consomme beaucoup d'énergie aux entrepreneurs. Et c'est ça que les gens sont en train de fuir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent ici à Dubaï. Ils n'ont pas cette pression. Ils peuvent se focus que sur leur business sans devoir... recevoir un courrier avec un ton menaçant des fois le courrier. On commence à le lire. Juste le logo déjà, t'as peur. Voilà, le logo, normalement, c'est un beau logo, c'est République française. Et maintenant, quand on voit ce logo-là, c'est clair. Moi, à un moment, les recommandés, je ne pouvais plus les ouvrir. Quand on recevait un recommandé, ce n'était pas en général une bonne nouvelle, mais il ne faut pas arriver à ce point-là. Il faut laisser de la confiance avec les... Finalement, on est les clients du fisc. Et le fisc doit bien nous traiter en tant que client, parce qu'on est ses clients, on le paye. Et il y a des façons de faire avec les courriers menaçants, c'est vrai que c'est... Complètement. Ouais. Et là, à Dubaï, il n'y a pas tout ça. Même maintenant, il y a un impôt, mais on donne le temps aux gens. Il y a des pénalités quand on fait des erreurs, mais ça reste des pénalités. On ne risque pas de se faire fermer son entreprise, de se retrouver en liquidation judiciaire. Et j'adore ça. Et ce n'est pas du pénal, c'est toujours à chaque fois. C'est des amendes. Ouais. Et moi, je préfère voir. Voilà, au moins, tu sais que tu as fait une erreur, tu t'es trompé, tu as une amende à payer et ça s'arrête là. Moi, je suis OK avec toi. Et je trouve que vraiment, Dubaï a été très smart parce que si on revient un petit peu dans l'histoire, on va dire dans les années 2010, Dubaï, ils sont quand même à 2 doigts d'être blacklistés et d'être en fait cités comme paradis fiscal. Oui. Parce que pas de fiscalité, voilà, pas de fiscalité, rien, etc. Et là, on en passe à un moment où ils sortent de la liste grise et ils arrivent avec des impôts. Est-ce que tu penses que le fait d'être sorti de la liste grise, c'est dû aussi au choix de l'impôt à 9%? Oui, ça y joue aussi. D'ailleurs, la TVA,
les 5%, ils l'ont fait aussi juste pour faire plaisir. Exactement. Au début, il n'y avait pas de TVA non plus. Il n'y avait pas de TVA Il non n'y plus avait en pas de 2000. TVA, il n'y y avait avait pas rien d'impôt du sur la tout. société, il n'y avait rien. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce que tu gagnes, c'est à toi. C'est Ouais, à toi. Waouh. L'État, elle te donnait rien, D'accord. mais elle te demandait Mais tu rien. demandais rien non en plus. retour. Et est-ce que vous pourriez juste revenir sur l'impôt à 9%, parce que ça, c'est quand même une grosse nouvelle. Enfin, les gens pensent, en tout cas même moi, je me suis dit qu'à Dubaï, il y a zéro impôt. D'où ça vient? Enfin, à quel moment c'est arrivé? Oui. En fait, moi j'aime bien comment ils ont géré cet impôt-là. Quand on le sait, Dubaï, aujourd'hui, elle n'a pas de ressources pétrolières, Dubaï. Elle est obligée de se développer. Elle a un peu de ressources naturelles, mais ça représente aujourd'hui. Et ça, pas beaucoup de personnes le savent, ça. Et ça va, Il y a oui. beaucoup de personnes qui pensent que Dubaï Ouais, moi s'est aussi, fait. je pensais que c'était pétrole. Non, Non. non. La réalité, en fait, c'est que Dubaï il y avait un petit peu de ressources pétrolières, mais très, très, très peu. Exactement. C'est l'émirat avec le moins de ressources pétrolières, contrairement à Abu Dhabi ou d'autres émirats. Et donc, eux, dès le début, savaient que ça allait pas suffire, en fait. Et donc, ils sont partis sur une nouvelle direction. Je te Exactement. laisse reprendre. Ils sont partis sur une nouvelle direction qui est les services. C'est pas un pays industriel non plus. Mm. Donc si on regarde, il n'y a pas d'usine ici. C'est vrai. Donc c'était quoi? C'était tourisme, services et trading. D'accord. Et là, ils ont commencé à créer les zones franches. Ça, je vais revenir là-dessus un peu parce qu'il y a plein qui mélangent free zone et tout ça. Mais pourquoi ils ont créé les zones franches au début? Parce que Dubaï, les Émirats, ils voulaient ouvrir leur pays, mais ils avaient peur. Ils se sont dit, on ne va pas quand même tout ouvrir parce que là, on va se retrouver avec beaucoup d'investisseurs étrangers dans le pays qui vont détenir des sociétés et des gros business stratégiques. Donc, ils ont créé les free zones. Les free zones, c'était les seuls endroits où tu pouvais détenir une société à 100%. Elle était qu'à toi. Mais si tu étais dans Dubaï même, tu étais obligé d'avoir un shareholder ouais. émirati qui détient D'accord. 51%. Et ça, là, 51 quand même. 51% qui Ouais. était majoritaire. Ouais. Et la raison, c'était juste pour protéger un peu D'accord. le pays parce qu'ils ne Mm. pouvaient pas non plus ouvrir les robinets, Mm. les vannes d'un coup. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Et ils ont fait les free zones, les zones franches. Donc, tu détiens 100%, mais finalement, tu n'es pas à Dubaï, tu es dans les zones franches. Après, c'est arrivé juste après le Covid. Ils se sont dit, finalement, maintenant, on maîtrise plus. On n'a plus besoin d'avoir un associé étranger avec toi, même à Dubaï. Ils se sont dit, c'est bon, on ouvre maintenant tout le monde. Amine, par exemple, là, il détient sa société en Maryland. Elle est à lui, alors qu'il est basé à Dubaï. Et ses D'accord. bureaux, ils sont à Dubaï, à Business Bay. Elle est 100% lui, il a besoin de personne. Et ça a été fait juste un peu après le Covid. Et ça a encouragé encore plus de gens à venir investir. Et là, ils se sont dit, pour un peu préparer ça, parce que les gens, ils faisaient quand même des milliards d'AED de bénéfices. Imagine les gros hôpitaux, t'imagines les milliards de bénéfices, ils payent zéro. Ouais, c'est abusé. Et là, ils font donc l'État, elle ne prenait pas d'argent alors que c'est elle qui faisait tout. Et pour moi, je trouvais ça unfair un peu. Elle fait toute la partie com, elle attire tous les gens. Et les gens, ils viennent ici, ils commencent à consommer. Et finalement, c'est des grosses entreprises qui prenaient tout et tout l'argent et l'État n'était pas du tout partie prenante. Et là, ils se sont dit, on va mettre un impôt sur la société de 9%. Et ils ont annoncé ça 1 an à l'avance. Pour voir, j'adore moi comme leur vision, comment ils communiquent. 1 an à l'avance, ils ont dit, il y a un impôt de 9% qui va arriver. Préparez-vous, sachez que vous devez payer un impôt. Il y avait plein d'analyses qui disaient, dans Dubaï, le produit, c'est nous, on est des étrangers, ça peut faire fuir les gens. Les entrepreneurs, ils vont partir voir ailleurs. Aujourd'hui, ça a zéro impact. Personne n'est parti, zéro impact. Personne n'est parti. Et moi, dans mes clients, tout le monde me dit, et ça je trouve ça énorme, et si on peut dupliquer ça un jour en France, c'est les gens, ils sont tellement heureux dans cette ville, ils sont tellement contents, ça leur fait plaisir de rendre un peu à l'État ce qu'ils ont pu gagner, parce qu'ils ont fait une success story ici à Dubaï, et grâce à Dubaï, ils ont pu réussir, et ça ne les dérange pas de payer les 9%. Ils le font avec grand plaisir. Exactement. Et les 5% de TVA, pareil, c'est arrivé quand? En 2018, 5% D'accord, de TVA. ok. Mais tu sais, la TVA, c'est neutre. C'est Oui, plus bien le sûr. consommateur qui la paye. Pour les entreprises, c'était assez neutre. Mais donc là, l'impact, concrètement, moi je pensais à ça hier, je me disais, mais là, l'impact des 9% pour Dubaï, ça va être énorme. On l'a calculé un petit peu ou pas? Parce que... Non, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de data là-dessus. Ouais. Mais je pense que l'année prochaine, ils seront obligés ils vont publier un peu combien ils ont collecté. Mais ça va être énorme. Mais il ne faut pas oublier que quand même, il n'y a pas d'impôt sur le revenu encore. Oui. Donc déjà, pour les auto-entrepreneurs, on va dire les petites sociétés, il peut prendre un salaire tous les mois et à la fin, à partir du moment où il n'a pas de résultat, il n'aura pas d'impôt sur les sociétés. Par contre, aujourd'hui, il cible que les grosses sociétés. Voilà. Et effectivement, il y aura un gros impact. Et cet argent-là, on sait comment ça marche Dubaï, sa vision. Je pense que ça va être réinvesti dans des projets qui vont nous faire encore plus kiffer cette ville. Et ça va un peu diversifier les ressources du pays.
Et je parlais avec un client il y a 3 jours des 9% d'impôts. Et il m'avait dit, il était tellement bien à Dubaï, content à Dubaï. Il m'a dit, on a parlé de 9%, je lui ai dit, ça ne te dérange pas, on a fait le calcul combien il va payer. Il m'a dit, même si la France, là, ils deviennent un pays non fiscalisé à 0%, je resterai ici, je paierai 9%. Incroyable. Donc c'est un peu radical comme réflexion, Ouais. mais lui, parce qu'il voit tout un écosystème derrière. Ouais, mais je le comprends, moi. Je le comprends parce que Dubaï, c'est vraiment géré comme une entreprise. Et là, tu as vraiment l'impression en fait, de mettre ta pierre à l'édifice. Tu sais exactement où ton argent va, tu sais dans quoi il peut être investi, et tu as une meilleure visibilité. Alors que dans d'autres pays, même la France, on va dire, il y a cette frustration, en fait, de dire je paye beaucoup. J'ai pas l'impression qu'à un moment donné, je récupère... Un retour sur investissement. J'ai pas de retour sur investissement concrètement. Je vois aucune amélioration. Même pire, ça s'aggrave. Et donc, il y a cette frustration qui commence à se créer, chez tout le monde d'ailleurs, même les personnes qui sont encore là-bas. Et c'est super compliqué à long terme. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ici, c'est vrai que moi, les 9%, franchement, zéro réaction, quoi, en mode ok, cool. Quoi. Enfin, limite, c'est mieux. Comme ça, il n'y a plus personne qui me dira ah, mais tu es à Dubaï parce que tu ne payes pas d'impôts. J'en paye. Et aujourd'hui, des pays où on paye 0% d'impôts, il en existe. Et ce n'est pas pour autant que je vais me ruer vers ces pays-là aujourd'hui. Donc, tu n'iras pas vivre au Panama aujourd'hui. Voilà, parce que ce qui t'attire aujourd'hui à Dubaï, ce n'est pas les impôts. Exactement. C'est autre chose. C'est ça. Voilà. Et là, j'espère que les gens, grâce à ça, vont commencer à le comprendre. Donc, non, les 9%, ça ne m'impacte aucunement. D'ailleurs, tu ne l'as pas précisé, mais il y a un seuil minimum pour payer les 9%. C'est le combien ? Oui. Alors déjà, ils se sont attaqués que grandes entreprises. Déjà, si on fait jusqu'à 800 000 euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Ah oui. Ouais. Pour arrondir 1 million, on va dire, on est à 0%. On ne paye pas d'impôts. Ça, c'est important. Ça veut dire jusqu'à 1 million. Par contre, ça, c'est jusqu'à 2016. Oui. 2026. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils veulent un peu protéger les startups au début. Oui. Et c'est D'accord. après 2026 que les gens ils vont un peu s'habituer aux impôts ici. Et même les petites entreprises, ils vont payer les 9%. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc finalement, c'est un gain sur les sociétés et ce n'est pas sur le revenu. Ça ne te touche pas personnellement, pas comme en France, où tu payes sur la société et après tu payes sur toi-même. Et à la fin, tu as un taux de 60% en tout. Là, 9%, tout le monde est content de le faire et personnellement, je suis content en tout cas de le payer. Non, complètement. Moi, je suis OK avec toi. Sachant que aussi les opportunités de Dubaï, c'est que moi, j'ai une équipe, donc j'ai des employés. Et ça, c'est une force incroyable. Ça veut dire que lorsque je paye, je sais pas, 2 000, 3 000, 4 000 euros l'employé, il touche 2 000, 3 000, 4 000 euros net dans sa poche. Il n'y a pas de charge patronale. C'est hyper compliqué. Ça veut dire qu'une personne qui est payée environ 2 000 euros en France, l'entreprise, elle doit lâcher 4 000 euros quand même. Tu vois, faut le dire. C'est dommage. Pourquoi, dans ce cas-là, on ne donnerait pas 4 000 euros, ou même, on va dire, un entre-deux, 3 000 euros à l'employé. Ça lui augmente son pouvoir d'achat. Bien sûr. Il va travailler mieux, il est plus performant, il est meilleur. Et donc ça, je trouve que c'est très compétitif de travailler comme ça. Exactement, c'est très compétitif. Et c'est pour ça, en France, les gens ne comprennent pas. Oui, ça fait 2 ans que je travaille, il m'a fait une augmentation de 300 euros. Ouais. Mais lui, il t'a augmenté de 700 euros. Exactement. Et toi, tu ne le réalises pas. Exactement. Et c'est pour ça, les augmentations sont un peu compliquées en France parce que l'entrepreneur, il va penser aux charges sociales, charges patronales, et ça lui coûte un peu plus. Alors que toi, tu te dis, ah non, il m'a augmenté que de 200 euros. Ici, c'est simple. Le brut égale le net. La fiche de paie, il y a une seule ligne, pas plus. Et est-ce que derrière, on a des services comme le Pôle emploi, la mutuelle ? C'est aussi ça que je suis curieuse de savoir. Eh ben, tu vas être étonné. Tu vas être vraiment étonné. Mais la réponse, c'est oui. Ah bon ? Allez. Et voilà, un cliché de Tu vas être plus. étonné, la réponse, c'est oui. Abattu. Alors, pas en tout, mais je vais te dire comment un peu ça fonctionne. Il y a le chômage. 3 mois de chômage. On peut avoir 3 mois de chômage et je trouve ça assez suffisant. On cotise un montant très faible, 2 euros par mois ou 3 euros par mois. Par employé. Par employé. Et d'ailleurs, c'est peu. Et après, on a 3 mois en cas de perte d'emploi. On a un salaire, le temps de chercher quelque chose. La mutuelle, là, par exemple, Amine, il paye la mutuelle pour ses employés. Donc, ils ont une mutuelle, ils sont protégés, ils ont une assurance santé. Mais c'est un montant, je ne sais pas, ça doit coûter 2 000 euros par employé par an, à peu près. Un peu moins même. Ouais, un peu moins, beaucoup moins. Moi, je paye à peu près 120 euros, 130 euros par mois par employé. Voilà, donc on est à 1600 euros. Exactement. Donc par employé. Et l'employé, on a beaucoup, en France, on parle de sécurité sociale, on paye des impôts. Oui. Mais 1600 euros par employé et il est protégé, pas qu'en France, pas qu'à Dubaï, il est protégé dans toute la planète, sauf les États-Unis. C'est-à-dire que
Et finalement, ces 1 600 €, il a une assurance qui le protège worldwide à la fin, l'employé, parce que toutes les assurances ici protègent un peu partout dans le monde. Et je trouve c'est tellement mieux de payer 1 600 € et avoir une couverture mondiale que de payer je ne sais pas combien pour une sécurité sociale limitée géographiquement. Par contre, la retraite, effectivement, il n'y en a pas, mais ça, c'est le choix du salarié. Dubaï, qu'est-ce qu'elle te dit? Ton salaire, Amine, il va verser à son salarié le montant total. Et le salarié, il est assez grand. Oui, on pour faire ce qu'il responsabilise veut. les gens. Voilà, responsabilise les gens. Donc, s'il veut le placer dans une assurance privée, s'il veut le placer dans une assurance vie, s'il veut mettre de côté, s'il veut investir dans l'immobilier, et chacun fait ce qu'il veut. Il y en a plein qui cotisent encore dans la retraite en France. D'accord. Avec leur salaire ici, ils auront la retraite à la fin. Et c'est possible ça de le faire? Oui, tout à fait possible. En tant qu'expatrié, tu peux toujours cotiser dans la caisse de retraite des étrangers. Et à la fin, tu as ta retraite en France. Mais au moins, tu maîtrises combien tu cotises et tu as la maîtrise et on ne t'impose pas en tout cas. Parce que peut-être que tu as plus d'argent aujourd'hui que demain. Et cet argent-là que tu es en train de cotiser, tu peux l'investir dans l'immobilier et ça va te rapporter encore plus d'argent. En tout cas, tu es libre de raisonner comme tu veux. En fait, moi, ce que j'aime à Dubaï, c'est que ça illustre exactement ce que toi tu as partagé, c'est que j'ai l'impression que tu payes pour ce que tu as envie d'avoir. La dernière fois, on est allé dans un parc, on a payé, je crois que c'était 2 €. C'était un parc, hein. C'était un parc. Et je me dis, là au moins, toutes les personnes qui sont dans le parc, c'est celles qui ont payé pour y être. Tu vois. Et celles qui ne voulaient pas y être, n'ont pas payé. Oui, tu vois, tout simplement. Et en fait, tu payes pour là où tu as envie d'aller. Ouais. Et donc, tu as payé des frais, tu payes souvent quand même à Dubaï, mais c'est pour être là où toi tu as envie. Tu vas pas payer pour celui qui a envie d'aller à la plage. Tu vois. Tu payes pour ce que toi tu as envie de faire. Si tu as envie de faire plus de choses que les autres, tu vas plus payer que les autres. Si tu as envie de faire moins de choses que les autres, tu vas moins payer que les autres. Tu vois. Et je trouve cette philosophie, en vrai, pas mal. Tu vois, de se dire, aujourd'hui, je suis dans un parc parce que j'ai décidé d'y être et donc j'ai payé. C'est pas mon voisin qui est en train de travailler et qui va finir à 9 h qui doit payer pour que moi j'y suis. Tu vois. Exactement. Et ça, je trouve ça, en vrai, super, super intéressant. Je voulais rebondir sur un autre point. C'était plutôt là d'un aspect entrepreneurial. Ouais. Plutôt d'un aspect entrepreneurial. Toi, Mouhedine, c'est quoi les enjeux pour toi en tant qu'entrepreneur pour déjà dans quelle dynamique tu es en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as un objectif de scaler ta boîte? Est-ce que tu as un objectif de la pérenniser? Au vu de cet objectif-là, c'est quoi les enjeux pour toi majeurs pour réussir à la garder sur le temps? Moi, je suis dans une boîte de service. Oui. Donc, je donne de la prestation de service. On vend du consulting et on vend de l'accompagnement. On a une partie qu'on peut scaler qui est la partie production comptable. Forcément, on ne scale pas, on va dire d'une manière... On utilise des outils pour pouvoir automatiser une bonne partie. La partie recrutement nous permet aussi de scaler sur la partie production comptable. Par contre, mon métier, c'est du conseil personnalisé et une relation avec mes clients. Et ça, je peux pas trop le scaler, malheureusement, parce que c'est la nature du business. Même toi, je pense, si demain, tu m'envoies un message WhatsApp et j'ai un collaborateur qui te répond, je ne pense pas que tu vas être content. Surtout qu'il ne va pas forcément savoir te répondre ou voilà, il y a un grand historique qui a été fait. Donc, je suis obligé de gérer ça personnellement. Mais la scalabilité, en tout cas, de mon business, c'est la formation de mes employés et les faire monter en compétences, leur transmettre un peu le savoir que j'ai pu obtenir moi avec l'expérience et devoir un peu leverager sur de nouveaux clients. Donc, c'est ma seule manière, en tout cas, de scaler. Ok. Ouais, parce que c'est vrai, tu as raison. Finalement, tu es limité, entre guillemets, par le temps et tout le monde veut parler à Mouhedine. Exactement. Et, voilà. Et après, il n'y a pas des moyens de scaler ça autrement, dans le sens où tu peux proposer peut-être plusieurs offres, une avec toi directement, une avec peut-être des conseillers à toi, je sais pas. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ouvert un autre cabinet parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, qui disent oui, mais l'accompagnement il est un peu cher. Je lui dis très bien, il y a un autre cabinet, je l'ai appelé Legal Trust. Et c'est une plateforme automatisée. On paye directement, on met ses pièces. Par contre, il n'y a pas accès à moi directement. S'il faut me parler, il faut payer une consultation pour me parler. Et il y a des gens qui aiment bien ça, même si après, ils reviennent directement dans l'autre parce que
il faut payer à chaque fois pour pouvoir parler avec moi. Du coup, ça ne les intéresse pas à la fin. Ils reviennent dans le modèle. Et c'est un peu mon modèle à Dubaï, on a beaucoup besoin d'être conseillé parce qu'en France, un entrepreneur, il peut aller juste sur Internet, Oui. il peut chercher, il va trouver la réponse. À Dubaï, c'est tout récent. La loi, elle change tous les jours. On ne trouve pas la réponse sur Internet et on entend de tout et n'importe quoi. Exactement. Si on ne parle pas des professionnels, on peut rapidement être perdu. Exactement. Sachant que moi, pour recontextualiser un petit peu, j'ai créé plusieurs entreprises ici. Ce n'était pas voulu, c'est parce que j'ai fait des erreurs avec des agences. Donc j'ai eu l'occasion de créer des boîtes avec différentes agences. Au début, en tout, je suis passé par 3 agences avant Mouhidine. Et ça s'est toujours mal passé. Toujours mal passé. Parce que soit j'ai eu le mauvais conseil. On me disait, voilà, t'inquiète, ça, t'as pas à t'en préoccuper, t'as pas besoin de le faire, etc. En fait, la réalité, c'est que si, j'ai besoin de le faire. Soit service très médiocre, peu de réponses, voilà, on ne prend pas soin de moi. En fait, finalement, moi, j'ai des questions, je viens d'arriver, comment je dois faire, comment je dois déclarer ici, etc. On me répond 1 fois sur 2. Soit du mensonge, en fait, directement. Ça veut dire qu'on me dit une chose qui est totalement fausse, du type... non, t'es pas obligé de rester 6 mois à Dubaï, tu peux juste venir tous les 6 mois et grâce à ça, tu seras fiscalisé à Dubaï, juste en venant 2 fois par an. Ce qui est totalement faux, ok? Donc là, on va le dire, la réalité, c'est faux. Tu peux avoir une entreprise, tu me diras si je me trompe, tu peux avoir une entreprise à Dubaï et maintenir ton visa de résident en venant tous les 6 mois, parce que du coup, ton visa perdure. Par contre, pour ce qui est de la résidence fiscale, pour que moi, je sois fiscalisé à Dubaï, si je ne suis pas plus de 6 mois dans l'année, ce n'est pas possible. Oui. En fait, je vais commencer par une phrase. C'est ici, en faisant le comparatif avec la France aussi, le marché, on parlait tout à l'heure que le marché était libéral, que le marché est ouvert à tout le monde. On a parlé beaucoup tout à l'heure des avantages. Un des inconvénients qu'on pourrait soulever, c'est que le marché du conseil et de l'expertise comptable et des avocats aussi, on n'est pas structuré ici. Ce n'est pas un monopole. Ouais. Il n'est pas structuré, ça veut dire n'importe qui peut peut t'aider venir. pour Ok. créer une société. Et là, on se retrouve à des gens... tu as parlé de mensonges. Je ne sais pas, est-ce que c'était un vrai mensonge, mais peut-être que c'était juste de l'ignorance. Exactement. Toi, tu le prends pour un mensonge parce qu'il t'a menti. C'est vrai. Et lui, juste en fait, il ne savait pas. Il fait de la création de société. Tu lui dis ce que je peux, il va te dire parce qu'il a lu quelque part. C'est pas un professionnel. Et finalement, c'est du mensonge parce qu'il te dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et il faut bien séparer, quand tu l'as souligné, la résidence, la carte de séjour émirien, l'Emirates ID, et la résidence fiscale. 2 choses différentes. Et ce que je dis moi à tous mes clients, le vrai sujet et le vrai combat, c'est ne pas devenir résident fiscal émirien. C'est surtout ne plus être résident fiscal français. Exactement. Et en fait, c'est plus ça qu'il faut regarder. Exactement. Quelles sont les conditions pour ne plus être résident fiscal français ou espagnol et après, devenir un résident fiscal de période. Ici, les gens, pendant plusieurs années, il y en a plein qui est resté en France. Il n'est jamais venu à Dubaï, il est venu une seule fois pour créer sa société. Il est en train de faire du learning, de la formation, il vend des produits en ligne depuis la France. Là, il est complètement dans l'illégalité. Et après, quand il vient me voir, parce qu'il a reçu un contrôle fiscal, il me contacte. Oui, mais ceux qui m'ont ouvert la société, ils m'ont dit que tu peux le faire. Bien sûr que tu peux le faire techniquement. Tu peux ouvrir une société et rester en France. Ils t'ont pas menti sur la partie technique, tu peux le faire. Mais tu es complètement dans l'illégalité d'un point de vue fiscal parce que tu es résident fiscal français et tu n'as pas le droit. Et ça, c'est une phrase importante. Tu n'as pas le droit d'ouvrir une société dans un pays à fiscalité privilégiée comme Dubaï, tout en étant un résident en France. La seule raison et le seul moment où tu as le droit de le faire, c'est un business case local. Imaginons tu veux ouvrir une boutique de chaussures ici, alors que tu es en France, tu as le droit de le faire parce que tu vas justifier que tu es venu à Dubaï parce que tu as ouvert la boutique de chaussures ici. Mais toi, tu es en train de faire des services en ligne et tu le fais depuis la France, ça, c'est complètement illégal. Et là, c'est super intéressant. C'est quoi la responsabilité finalement de l'expert qui accompagne l'entrepreneur ? Oui, il n'y a pas de responsabilité parce que quand normalement tu es un expert ou un fiscaliste et inscrit dans un ordre, il y a une responsabilité, on paye des assurances, on a une responsabilité civile et tout ça. Mais quand tu deals avec un entrepreneur... Oui. Mais si la personne est inscrite dans un ordre et qu'elle a prescrit de mauvais conseils ou de mauvaises recommandations ou quoi que ce soit, elle a une part de responsabilité. Là, elle a une part de responsabilité. Okay. D'ailleurs, ceux qui sont inscrits dans l'ordre, il y a une assurance, parce que c'est des cotisations qu'on cotise, et il y a une assurance qui protège même les inscrits à l'ordre en cas de mauvais conseils, parce que ça peut arriver quand même à tout le monde. Il y a une assurance qui protège pour couvrir une partie des frais et l'impact fiscal qu'il y a eu derrière.
Ok, d'accord. Donc, c'est d'où l'importance de toujours passer par des professionnels sur ce genre de sujet, Ouais. même si et malheureusement, le marché ne l'oblige pas. En France, on parle Mm. beaucoup qu'on est toujours suivi, on est toujours chassé, mais des fois, c'est aussi pour protéger le consommateur. C'est vrai. Et ici, le marché il est libéral. Mais ici, il faut vraiment que tu sois... T'es livré à toi-même, on va dire, t'es grand, t'es un adulte, t'es pas assisté, mais de tous les côtés. C'est à toi de faire le bon Exactement. choix Exactement. et la loi ne protège Ouais. pas les ignorants. Donc j'ai eu de mauvaises expériences avec beaucoup de personnes jusqu'à que je rencontre Mouhidine. Et c'est bien l'une des seules fois où, depuis le début, tout est fluide, tout se passe bien. Dès que j'ai une question, Mouhidine, généralement dans les 10 minutes, il m'a répondu. À n'importe quelle heure, des fois il est minuit, il est 23h, Mouhidine il est connecté, il me répond. Et dès que j'ai une question, une problématique ou besoin de quelque chose, Mouhidine il offre ce service-là. Et c'est pour ça que Mouhidine, c'est quelqu'un de très très important pour moi. Et j'ai une très grande vision long terme avec Mouhidine. Parce que tu es l'un des rares professionnels avec lesquels j'ai travaillé qui est autant investi dans son travail et la qualité du service que tu peux produire. Donc franchement, merci beau. beaucoup. Très content de pouvoir délivrer ce service et avoir ce témoignage en live. Je suis flatté, là, tu Il veux pas fallait imaginer. faire ce podcast pour avoir ce témoignage. Voilà, je pense que on a déjà mangé ensemble, on l'a passé ensemble, il ne l'a jamais dit comme ça, mais dans le podcast, là, c'est bon. Là, il va le short C'est et il va là, le c'est mettre sur son Instagram. Alors moi, j'ai une question pratico-pratique. Ouais. Demain, j'ai envie d'ouvrir une entreprise ici. Ouais. Concrètement, comment ça se passe ? Parce que vous dites que c'est très facile, que la paperasse administrative, il y en a très peu. C'est-à-dire, en combien de temps on ouvre une entreprise à Dubaï ? Là, maintenant, tout récemment, il y a la DID, ils ont ouvert une licence, l'équivalent. Tu as une société en France, tu m'as dit, et tu as un cabis en France. Donc, le cabis, pour l'avoir, il faut faire plein de démarches et tout ça. Maintenant, là, récemment, ils ont inventé à Dubaï ce qu'on appelle Instant License. Et ça, c'est énorme. C'est une licence instantanée. C'est-à-dire, tu as ton passeport, tu vas dans un formulaire, tu vas remplir le formulaire, et tu vas uploader le passeport, et en 5 minutes, ta licence, elle est générée. Ils appellent ça Instant License. Et pourquoi elle a été créée, cette licence ? Et quand on regarde dans le site du gouvernement, la vraie raison, c'est parfois, il y avait des gens qui étaient là, des businessmen, juste de passage. Ils sont dans un salon, ils sont dans un endroit, ils ont rencontré un autre entrepreneur, et il y a une grosse opportunité de business. Ouais. Et là, tu peux l'avoir à l'instant license sur le champ, et tu as le droit de faire du business avec cette personne-là. C'est fou. Hein. C'est fou. Tu vois comment il dans le raisonne, futur. Sinon, si on n'a pas l'instant license, en gros, il faut compter, pour faire la procédure normale, sans passer par l'instant license, il faut compter à peu près 3-4 jours pour D'accord. avoir sa licence. Juste le temps de recevoir la licence, et après, c'est bon. Ouais. Et après, il y a les l'Emirates ID, la visite médicale, etc. Tu Voilà. as énormément de choses, mais en l'espace de quoi 2-3 semaines 3 semaines, on a tout. Parce qu'on a d'abord, je vais un peu expliquer le process du coup. On crée la société. Et c'est la société qui nous donne le droit. Parce qu'ici, pour être dans ce pays-là, il faut avoir une raison d'exister. Donc il y a 4 raisons, on va dire, d'exister, ou 3. La première, c'est être un touriste. Et la deuxième, c'est travailler salarié d'une entreprise. Et la troisième, c'est être un investisseur et on détient sa propre entreprise. Et la quatrième, on va dire, c'est le voyage d'affaires. Donc, tous les gens que tu vois marcher dans Dubaï, forcément, il est dans une catégorie-là. Ou bien, c'est l'enfant de quelqu'un qui est dans cette catégorie-là, qui fait des études. Voilà. Donc, forcément, on est dans ce cadre-là. Donc, quand on crée une société, on rentre dans la case investisseur. Et là, on a le droit d'être sponsorisé par notre société. Et on fait les empreintes, la visite médicale, et on obtient la résidence émirienne, pas fiscale comme il l'a dit Amine, juste la résidence émirienne. Et après, en 3 mois, on a tout qui est finalisé. Ok. 3 mois, pardon, en 3 semaines. 3 semaines. Voilà. Mais contrairement à la France, c'est que c'est coûteux, Oui. ou plutôt moins. Oui, c'est C'est coûteux. plus coûteux qu'en France, en tout Oui. cas. C'est plus coûteux qu'en France de créer une entreprise. Et je pense que c'est le modèle sur quoi ils étaient basés jusqu'à présent. C'était de se dire, il n'y a pas d'impôt. Ok. Donc, nous, on va être, peu importe le montant que tu fais, nous, il y a des frais à payer annuellement. Donc, tu les payes. Ça peut aller de 1500 à 8000 euros, peut-être C'est ça, à peu près. Oui. environ, selon le type d'entreprise que tu peux Voilà. avoir. Donc, tu payes ces charges chaque année. Ok. Donc, tu renouvelles ta licence. Mais là, maintenant qu'il y a les impôts, est-ce qu'ils ne vont pas changer de bord ? Est-ce que c'est... Je me pose pour l'instant, ils n'ont rien dit, mais je me pose forcément la question. Mais ce qui est quand même fou dans l'ancien modèle, c'est
on va dire Emaar, qui est une des grosses sociétés immobilières ici à Dubaï, elle paye la même licence que toi, Amine. Voilà, c'est ça qui est fou. Tous les ans, donc elle payait la même licence. Elle avait licence Real Estate Brokerage, toi tu avais une licence de formation, et c'est de Portail, et ben c'est exactement le même prix, à peu près à 1 000 € de différence peut-être. Et c'est quand même fou comme concept. Mais là, je pense qu'il faut revoir ce modèle, parce que maintenant, on paye quand même des impôts, et ces impôts, normalement, ils sont censés réduire le coût de la licence, et je pense qu'ils vont finir par ça, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire assez rapidement, parce que la société, elle te permet quand même d'avoir la résidence. Donc, s'ils mettent la société gratuitement à 200-300 Oui, €, c'est trop accessible. voilà, ça va devenir un peu trop accessible. Donc, je pense qu'ils vont essayer de jauger avec ces choses-là. Par exemple, voir ceux qui payent des impôts et tous ceux qui commencent à payer des impôts, ils leur disent par exemple c'est gratuit maintenant la licence. Donc on attend. Mais c'est sûr parce que déjà, c'est un premier filtre en vrai sur les résidents de Dubaï, c'est de se dire quand tu arrives, au-delà que la vie est plus ou moins chère à Dubaï, ça dépend comment tu peux vivre, il y a quand même une barre à l'entrée de te dire faut que je paye mon entreprise. Ça va me coûter à peu près 5 000 €, 6 000 €, jusqu'à peut-être 10 000 € parfois, avec ton compte bancaire si tu as envie de l'ouvrir, ton visa, peu importe. Donc déjà 10 000 €. Ensuite, il faut que tu prennes un loyer. Ici, mensuellement, ça existe, mais c'est très rare de payer un loyer mensuellement. Donc, tu as payé soit en 4 chèques, donc tu payes tous les 3 mois, ou alors en un chèque, des fois, tu dois payer en une seule fois. Donc là, tu imagines que tu as déjà 2, 3, 4, 5 000 € qui sortent, donc tu es déjà à 15 000 € dépensés. Bien sûr. Avant de commencer. Juste avant pour de commencer, voilà. à peine tu viens d'arriver. Voilà. À peine tu viens d'arriver, tu dois ouvrir ton électricité, DEWA, déposits, Power, etc. Donc tu vas faire des déposits, donc tu vas faire des dépôts, 1 000 € par-ci, 500 € par-là, 1 000 € par-là. Donc en fait, il y a quand même une barrière à l'entrée, mine de rien, à Dubaï, qui filtre énormément de personnes. Tu n'as pas les moyens, c'est compliqué de venir à Dubaï. Exactement. Et cette barrière-là, si on la calcule rapidement, là, c'est 20 000 €, je pense, juste pour venir. Complètement. Et dire je suis là. Et après, il faut avoir du revenu dès le 2e mois. Complètement. Pour commencer à... C'est compliqué. Alors qu'en France, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal d'aides, de subventions, de bourses pour les startups notamment. C'est des choses qui n'existent pas du tout à Dubaï. Alors oui, je ne sais pas si c'est intéressant. Moi, après, c'est mon avis personnel. J'ai eu des clients qui m'ont appelé. On est à Dubaï. Ils me disent, oui, je veux venir à Dubaï et ouvrir une société. Et là, il me dit, il n'y a pas des aides. C'est très franco-français. Nous, on est aidés. Et là, franchement... Mais Dubaï n'a pas besoin d'eux, en fait. Oui, c'est ça. En fait, j'ai même pas... Franchement, c'est n'importe quoi ce que je vais dire, mais ça reste mon avis personnel et je l'assume. Je ne veux pas travailler avec des gens comme ça. Je préfère celui qui crée de la valeur lui-même et pas celui qui va aller chercher, à chercher les aides. Il me dit, oui, il n'y a pas des aides, des subventions, Je dis, mais subventions de quoi? Tu veux faire un business? C'est quoi ton business model? Tu viens, tu t'investis parce qu'à la fin, c'est toi qui va gagner de l'argent, c'est pas l'État. Après, en France, il y a beaucoup d'aides, mais c'est pour les Français, on est d'accord? Oui. Donc pas pour les étrangers. C'est vrai. Ici, il y a quand même... Je ne sais pas si on peut appeler ça des subventions, mais il y a quand même, c'est très facilité pour les locaux, en fait, pour les personnes qui sont émiratis. Pour elles, il y a quand même beaucoup d'aides, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais beaucoup d'avantages. Donc, en gros, l'idée, c'est de faciliter un petit peu les enfants du pays. Mais nous, on n'est pas du pays, donc on ne va rien t'offrir et on n'a pas besoin de toi. Ça veut dire si tu veux venir faire un business, on peut accepter de te prendre, déjà, tu vois, si tu es gentil. Et voilà, donc, mais ne nous demande pas quoi que ce soit. Quoi. Donc, exactement. Moi, je suis dans cette mentalité aussi. Ouais. Moi aussi. Et je pense qu'il faut aussi pousser dans ce sens-là parce qu'eux, ils sont quand même, si on compare au Qatar aux autres pays, ils ne sont pas indulgents, même avec les enfants du pays, ils les poussent à aller travailler aussi. Ils auraient pu leur donner une rente un peu comme au Qatar tous les mois. Ils n'ont pas besoin de travailler, mais ils les serrent. Et on voit des Émiratis avec un salaire de 15 000 dirhams, 14 000 dirhams, ce qui est le salaire moyen, faible, on va dire, ici aux Émirats. Donc on essaie même de pousser même ceux qui sont ici aux Émirats. Les aides dont tu parlais, en général, on ne peut même pas appeler ça des aides parce que c'est juste des financements, mais à rembourser. Exactement. Voilà, exactement. Mais ils ont des avantages tels que qu'on n'a pas. La santé, c'est offert. C'est vrai. La santé, c'est offert. Quand une personne elle se marie, on lui offre un terrain. On lui offre un terrain pour qu'elle puisse construire sa maison. Il peut même aller faire des soins à l'international, effectivement. Exactement. Il y a une petite subvention pour le mariage. Voilà. L'éducation, c'est ouvert. L'éducation, bien sûr, c'est gratuit. Gratuit. Donc, ouais, voilà, il y a beaucoup d'avantages. Pour les Émirats, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Ouais, c'est bien. Tu vois, et cette culture en France, elle est là aussi le problème, c'est que on l'a moins, en fait. On l'a beaucoup moins de se dire, je suis français, et comme je suis français, j'ai beaucoup d'avantages, je me sens vraiment... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats sur l'immigration, sur le truc, etc. Parce que quand tu vas en Australie... Par exemple, déjà, c'est super compliqué d'y aller, super compliqué d'avoir un visa. Et en plus de ça,
ben, on te fait comprendre que tu n'es pas pareil qu'un Australien. Un Australien, Voilà. il est là, il a tel avantage, il a tel truc. Et en France... Et c'est assumé. Voilà, c'est assumé. Assumé. C'est assumé. Ouais, c'est Voilà, assumé. si t'es pas australien, c'est comme ça. Aux Émirats, c'est pareil. T'es pas émirati, t'as pas tous les droits. Il y a certaines zones où t'as pas le droit d'être propriétaire, même, on est d'accord. Oui, Hein. oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des zones où t'as pas le droit d'être propriétaire, c'est uniquement pour les locaux. Donc il y a énormément d'avantages. Et c'est aussi ce qui a fait que les locaux se sont dit, ok, notre ville elle est en train de changer, mais à côté de ça, voilà, on est quand même très avantagés, ils prennent soin de nous et ils favorisent notre développement. Donc ça, tu vois, ça enlève cette frustration-là. Bien sûr. En France, tu payes beaucoup d'impôts, tu payes tout le temps, et en plus de ça, il y a de l'insécurité, c'est de pire en pire, et tu as zéro avantage avec celui qui est arrivé hier, quoi, d'Estonie ou de n'importe quel pays. Et le truc, c'est pas le problème, c'est pas que tu lui donnes à lui, c'est que à toi on te donne pas plus. Et en fait, tu te dis, c'est frustrant parce Ça que crée moi, la frustration voilà, je sociale. suis un enfant du pays, je me suis battu et j'ai pas ce sentiment-là. Et ce sentiment-là, on l'a perdu depuis les années 2000. On l'a vraiment perdu au fur et à mesure du temps. On a eu cette perte en fait d'amour du pays, de la patrie, du drapeau, etc. Parce que en fait, voilà, on se sent plus aimé, plus soutenu par notre pays. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que dans les années 90, 95, 2000, il y avait encore un peu cet amour du pays, de la France, du drapeau, etc. Mais avec le temps, ça c'est totalement perdu, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est surtout lié à la façon dont les populations sont gérées. J'ai l'impression qu'ici, il y a une volonté de vouloir mélanger un peu tout le monde. Donc, quand tu te balades, tu vois qu'il y a des Émiratis, tu vois qu'il y a des gens de partout dans le monde. Et il y a ce truc où les gens viennent avec leur culture, leur spécificité, et c'est un peu, vous êtes les bienvenus. Exactement. Là où en France, c'est différent. On est plus sur de l'assimilation, donc on veut que tout le monde devienne français en effaçant un peu les spécificités de chacun. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a des petites frictions, parce qu'en fait, chacun vient avec sa propre histoire. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant ici, et je trouve que ça se traduit beaucoup par la bouffe, ça n'a rien à voir, mais il y a des restos de partout dans le monde, en fait. Ouais. Donc, il y a vraiment ce sentiment où tu te dis, tu peux venir avec ta spécificité et en faire profiter un peu tout le monde. Et ça, je trouve ça cool, ouais. Oui, et on ne va pas t'imposer de t'adapter. Exactement. Ou de quoi que ce soit, on va te laisser vivre comme tu vis et comme tu es. Et ici, quand il y a le plus gros événement indien, Diwali, franchement, on est très content de le fêter. On voit des lumières partout dehors. Exactement, c'est vrai. Et ça nous fait trop plaisir à chaque fois. Moi, j'ai des voisins, ils mettent des bougies en face de la maison. J'adore ça. Ça m'apaise, même moi, quand je passe à côté. Ouais. Et on vit comme ça en harmonie. Bon, le modèle français, c'est un modèle où on doit, d'ailleurs, même si on revient à Pau, il y avait le Pays Basque juste à côté, ils n'avaient pas le droit de parler basque à un moment. C'est vrai. Donc ça n'a pas été que par l'immigration nouvelle d'aujourd'hui, ça existe depuis toujours. Ouais. Les Bretons, pareil, ils ont vécu la même chose. Moi, j'ai vécu 1 an sur l'île de la Réunion, où les créoles, ils ont aussi essayé d'effacer leur culture créole, ils les obligeaient à parler français. Donc c'était un peu l'unification, on appelait ça l'unification, et c'est un modèle qui marche pas du tout, et ça crée juste pour moi un climat social où je pourrais pas passer plus de quelques heures maintenant. Ouais, complètement, je suis OK avec ça. En fait, je pense que la France, ils sont entre deux chaises, parce que d'un côté, ils veulent pas assumer à 100% que c'est la France, l'assimilation, etc. Ils jouent entre les deux. Et ce qui fait qu'en fait, tout le monde est perdu, tu vois. Aujourd'hui, on est dans un monde cosmopolitain, parce que et on peut pas comparer ça à il y a 200 ans, parce qu'aujourd'hui on peut se déplacer en 1 heure, il y a les avions qui existent, donc le monde s'est ouvert, tu vois, donc faut apprendre, se dire que avoir un pays fermé c'est plus trop possible finalement. Et donc au lieu de dire non, etc., ou alors on les fait venir mais on leur dit vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc., de changer. Voilà, en fait faut pas vouloir les changer, faut juste accepter le fait que tout le monde soit ouvert, donc tout le monde va pouvoir venir, va nous apporter un plus avec sa culture. Par contre, définir concrètement c'est quoi la France, la culture française, parce qu'elle est bien la culture française. Bien en vrai, sûr. c'est une très belle culture. Mais on la perd. Et même des Français qui sont nés en France, qui ont des prénoms français, qui sont vraiment tous français, même eux, ils connaissent même plus leur culture. Oui. Tu vois. Et c'est qu'on la met pas assez en avant. Et parce qu'en fait, on est avec ce double discours de dire, oui, on accepte l'immigration, mais dans un sens, il n'y a pas forcément d'avantage pour nos citoyens. Enfin, voilà, ils sont entre eux. J'ai l'impression que c'est un brouillard total. On ne sait même plus ce qu'il faut faire, ce qu'ils font, etc. Oui. Et ça perd tout le monde, quoi. Clairement. Là, si on prend l'exemple de Dubaï, on est à 90% d'expatriés et 10% de nationaux. 90% d'expatriés. Oui. Et j'ai pas l'impression que la culture émirienne, elle n'est pas présente. Exactement. Voilà, elle est là, on la connaît très bien, et tout le monde la connaît. Elle est vraiment très présente dans le pays. À chaque fois, il y a des événements, à chaque fois, il y a... Et pas
c'est pas parce que tu es une minorité que la culture, elle est pas. On le sait, on vit avec. Quand il y a le National Day, le jour national ici, et tout le monde aussi il est content. Exactement, tout le monde le fête. Tout le monde le fête, voilà. Genre, Parce Et- que tout le monde est. Et c'est quand? c'est en décembre, c'est C'est en le décembre, d'accord. 2 décembre, un truc, ou le 4 décembre. Oui, c'est en décembre. Ok. Et tout le monde est content. Et tu vois même tout le monde sort des drapeaux. Les gens ils se mettent ils dessinent le drapeau sur leur voiture des Émirats. Mm. Et il y a un amour du pays. Je comprends pas comment un pays a réussi à donner l'amour à des étrangers, sachant qu'il les a toujours considérés comme des étrangers. Alors qu'un pays qui t'a considéré comme français en te donnant une nationalité française, il n'a pas réussi quand même à te donner l'amour. Ouais, c'est vrai qu'ils ont. Je suis assez admirative de tout ce qui a été fait. Parce que, comme je vous l'expliquais, moi, il y a 10 ans, Dubaï, ça me disait absolument rien. Ouais, mais- Et là, aujourd'hui, tout le monde en parle, beaucoup de gens veulent y vivre. Donc, c'est assez incroyable tout le travail qui a été fait, en fait, je Ouais, trouve, ouais. pour faire venir des talents, finalement, puisque ce sont principalement des entrepreneurs qui viennent, soit pour bosser pour des sociétés, soit pour lancer leur propre structure. Voilà. En tout cas, le modèle de Dubaï, il a été beaucoup critiqué au début avec les inconvénients. Des fois, on est allé à Dubaï, on n'a pas la nationalité, comment ça se fait? Mais en tout cas, aujourd'hui, il marche très bien ce modèle. Et ce modèle-là, même si le modèle français sur papier, c'était un très beau modèle, tout le monde va être français, on va créer une vraie société, même si ça vient de l'immigration, ils vont devenir français, et comme ça, ils vont être mieux s'intégrer, mais finalement, on voit que le résultat, ça n'a pas vraiment marché. Et dans un modèle où on ne donne pas de nationalité, tu es toujours considéré comme un étranger, mais tu le sais, et c'est normal, et c'est parce que tu es étranger, et finalement, tout le monde vit en harmonie C'est sur ça. ce modèle-là. Après, voilà, là, on a parlé beaucoup des avantages de Dubaï. Il en existe des négatifs, des mauvais, des inconvénients, forcément. Et ça, je pense, c'est partout pareil. Donc, pour conclure un petit peu, parce que là, ça va... Tu veux conclure avec des inconvénients? Non, je ne vais pas parler Parce que d'inconvénients. moi, j'ai une super question, là. J'ai une dernière question à poser. Ok, je veux te conclure rapidement sur le fait que on parle beaucoup des avantages de Dubaï, des inconvénients de la France, mais je pense que la France aussi offre énormément mais d'avantages. complètement. Que Dubaï offre énormément d'inconvénients aussi. Et c'est selon le type de personne qu'on est, selon Tout à notre fait. état d'esprit aussi, qu'on va devoir s'adapter à là où on est. Tu vois, je peux concevoir qu'il y a des personnes Qui que... veut des aides? Voilà. Moi, j'adore les aides, hein, franchement. Ah, c'est Je trouve clair. que quand on débute dans l'entrepreneuriat, ça peut aider. Non, Ouais. bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est que... Moi, je comprends. Je comprends Oui. qu'il y a des personnes qui, notre discours-là, elles n'entendent pas. Tu vois, elles Bien se disent, sûr. bah non, moi, et c'est normal parce qu'en fait, on est tous différents. Ouais. À un moment donné, on a tous une vision différente, des besoins différents. Donc, Après, c'est une aide, mais c'est pas vraiment une aide. Hein. Parce qu'après, dès que tu commences à faire un peu de chiffre d'affaires, je C'est peux plus dire une que aide. ils nous rattrapent. En fait, c'est un investissement, en fait. c'est un investissement. Voilà, Ils c'est un investent investissement. et après, ils font un retour sur investissement, ils sont en bénéfice. Exactement. Et à la fin, tu es frustré parce que tu payes beaucoup d'impôts. Tout ça parce qu'ils te donnaient 2000 € au début. Moi, j'ai une petite question Oui. hyper intéressante, enfin, que je trouve intéressante. Dernière question. Dernière question, C'est est-ce que question. Dubaï, du coup, c'est une étape ou une destination? Comment est-ce que vous voyez et où est-ce que vous vous voyez dans, allez, C'est une 10-15 très bonne ans? question, ça. Ah, c'est une Vas-y, très, très bonne Amine, question. vas-y. Alors, moi, mon état d'esprit, et en fait, ça va rebondir sur la première prise de parole que j'ai eue, c'est qu'il évolue avec le temps. Donc, mon état d'esprit évolue avec le temps. Pour moi, au début, Dubaï, c'était une étape. Plus j'avance dans le temps, ce sera sûrement une destination partagée avec d'autres endroits. Je pense notamment au Maroc, auquel j'ai envie d'y habiter, j'ai envie de construire quelque chose là-bas, j'ai envie d'avoir un impact en fait dans ce pays qui est aussi le mien, d'avoir un impact et donc j'ai un avis quand même qui évolue avec le temps, mais au début pour moi c'était vraiment que de passage. Dubaï c'était vraiment une étape dans ma vie entrepreneuriale où j'allais focus le business, j'allais développer du réseau, développer des fonds, des capitaux et après faire ma vie un petit peu ailleurs, aller voir d'autres opportunités. Aujourd'hui, depuis que je suis à Dubaï, je me dis où est-ce que finalement je peux être plus accompli, heureux et avoir ce niveau de bien-être dans un autre pays. Et j'arrive pas à trouver. Pour le moment, j'arrive pas à trouver parce que, comme on l'a dit, tous les avantages de Dubaï, c'est quand même des vrais avantages. La sécurité, l'éducation, la santé, le service, la possibilité en tant qu'entrepreneur de développer de nouvelles opportunités ou de faire des nouvelles connexions. En fait, tous ces points-là, ils sont tellement incroyables que c'est compliqué de me visualiser ailleurs. Donc, plus j'avance, plus j'essaie de me visualiser avec des enfants à long terme, ici, etc.
Donc, bon, il y a l'aspect un peu familial où j'essaie de voir. Il y a peut-être des possibilités que je ramène mes parents ici. Donc, c'est en discussion. C'est en discussion. J'aimerais bien qu'ils viennent ici. Et après, ben, ouais, il y a le Maroc. Donc, je verrais bien, moi, dans mon best plan, c'est là, dans les 2-3 prochaines années, faire 6 mois Dubaï, 6 mois Maroc, où je développe aussi des projets entrepreneuriaux au Maroc, pour aussi avoir un impact sur ce pays-là, tout simplement. Ok, Ouais. très bien. Très bien, très bon, très bon. Je vois très bien, je te rejoins dans l'idée. Et aussi Dubaï, pour conclure, c'est un pays où on se sent très très bien quand on est jeune, dynamique et tout ça. Le retour que j'ai des personnes qui sont un peu âgées, c'est que rapidement on veut rentrer chez nous pour sa retraite, à partir de 60 ans, 55 ans, quand on commence à prendre plus de recul dans la vie, et on n'a pas cette dynamique. Je pense que là, on veut rentrer chez nous. Ouais, et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de personnes âgées en vrai, Mais à oui, Dubaï. c'est vrai que maintenant que vous le dites. C'est une ville très très jeune. Hein. C'est C'est une vrai, ville très, c'est très vrai, c'est jeune. vrai. Et je pense qu'une personne vrai, âgée, ça. il y a de quoi faire, mais une personne âgée, elle a besoin d'autres personnes âgées. Elle Exactement. a besoin d'un écosystème âgé, on va dire. c'est Et vrai. cet écosystème, il manque aujourd'hui à Dubaï, tout simplement parce que, comme on vient de le dire, 90% de la population est étrangère. On est dynamique, on travaille, on est actif, mais dès qu'on est un peu plus âgé, on rentre en général chez nous. Et je pense que c'est l'idée. Moi, en tout cas, c'est l'idée que j'ai un peu en tête. Mais en tout cas, pendant ma période d'activité, effectivement, je me vois là. Et aussi, j'ai envie d'offrir, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais j'ai envie d'offrir ce cadre à mes enfants. D'accord. J'ai vraiment envie. Moi, je suis d'origine, à la différence de Amine, moi, j'ai grandi au Maroc. Et à mes 18 ans, je suis parti en France pour faire mes études. Et j'ai fait mes études en France. Et j'ai vraiment envie de donner à mes enfants qui grandissent dans un écosystème comme celui de Dubaï, un peu cosmopolite, avec cette ouverture d'esprit. Après, ils auront le choix, dès qu'ils auront leurs 18 ans, de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ok, très bien. Très très bien. Bah, super. Eh bien, merci en tout cas. Merci. Je pense à qu'on vous. va clôturer sur ce beau message. Merci pour votre présence à tous les deux. Merci C'était un à super toi, Avec Annie, pour plaisir. l'invitation. Ouais. C'était un super podcast. Donc, écoutez. Merci pour le témoignage de tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas oublié. Voilà, ça, tu me demanderas les droits avant de le publier. Donc, la petite phrase, comme d'habitude, si vous avez apprécié ce podcast, exprimez-le par un petit j'aime, voilà, un petit commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-le dans les commentaires. C'était un plaisir, c'était une première. Donc, on va voir un petit peu les retours. Voilà. Et Merci à tous. Merci pour le déplacement, Ouais, pour écoute, assister Avec à plaisir. ce podcast. On en parlera dans quelques mois. voilà. De comment ça va se passer, mais je pense que maintenant que tu es venu à Dubaï, ça va toujours rester dans ta tête et tu vas y penser plus sérieusement. Ouais. Non, mais c'est cool. Bon, écoutez, merci beaucoup Merci. et à très vite. Merci. Bye. Ciao.